Soyez les bienvenus dans Économie le Mag, votre rendez-vous quotidien sur i24 News. Voici le sommaire de cette édition. Un tout petit dixième de point de croissance et c'est l'Espagne entière qui se prend à rêver. Espoir d'une sortie de 9 trimestres ininterrompus de récession pour un pays durement touché par la crise et par l'éclatement de la bulle immobilière. Madrid a-t-il des raisons d'être optimiste? Nous poserons la question à Thibaut Mercier, économiste et spécialiste des pays du sud de l'Europe. Et puis en seconde partie d'édition, le saviez-vous, les plus grosses réserves de pétrole du monde ne se trouvent pas en Arabie Saoudite mais au Venezuela. Et pourtant cette richesse ne suffit pas. 6 mois après son arrivée au pouvoir, Nicolás Maduro, le successeur de Hugo Chavez, affiche un bilan économique désastreux. C'est le FMI qui l'affirme et on y revient dans quelques instants. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. Un point d'abord sur l'essentiel de l'actualité économique du jour et on commence en Asie. Hausse des nouvelles commandes, hausse des importations. L'industrie chinoise tourne à plein régime. L'indice provisoire PMI des directeurs d'achat a été publié, vous le voyez, ce jeudi par la banque HSBC. Il s'affiche à 50,9 pour le mois d'octobre. C'est un plus haut depuis 7 mois qui confirme l'accélération de la production manufacturière en Chine. On rappelle que la barre des 50 marque la limite entre contraction et expansion de l'activité et malgré ce dynamisme de la production, eh bien, les experts restent prudents quant à l'état réel de l'économie chinoise. C'est positif et encourageant. Tous les indices montrent une amélioration, excepté l'emploi. Nous allons commencer à nous concentrer sur le fait de savoir si oui ou non la Chine est en mesure de soutenir son rythme de croissance au troisième trimestre. Ces données ne contribueront guère à apaiser les investisseurs inquiets. Les actions chinoises ont chuté récemment en raison des craintes que certains secteurs de l'économie en font un peu trop. Voilà, allusion à l'envolée des prix de l'immobilier qui fragilise le pouvoir d'achat des classes moyennes. Aux États-Unis, le sort de la ville de Détroit est désormais entre les mains de la justice américaine. C'est hier qu'un tribunal fédéral a commencé à étudier la demande de cette grande ville du Michigan en banqueroute de se placer sous la protection de la loi sur les faillites, le fameux chapitre 9. L'audience doit s'étaler sur plusieurs jours. En juillet, Détroit était devenue la plus grande ville américaine à se déclarer en faillite. L'objectif est de renégocier une dette abyssale, près de 20 milliards de dollars. En 60 ans, Détroit a perdu la moitié de sa population en raison surtout du déclin de l'industrie automobile dans la région. Et aujourd'hui, des quartiers entiers sont à l'abandon avec à la clé un taux de criminalité record. Cap sur l'Afrique, la croissance de l'Afrique du Sud poursuit sa dégringolade, 3,5% en 2011, 2,5% en 2012 et pour 2013 ce sera 2,1%. C'est ce qu'a prédit hier le ministre des Finances Pravin Gordhan qui présentait son budget sur 6 mois au Parlement. La nation arc-en-ciel subit l'inquiétude des milieux d'affaires et des investisseurs après une nouvelle vague de conflits sociaux. La demande intérieure est fragile, tout comme la monnaie locale, le rand, et le gouvernement veut montrer l'exemple. Fini les vols en première classe ou l'alcool sur les notes de frais. L'Afrique du Sud reste un géant économique sur le continent, mais sa croissance est clairement en dessous de la moyenne de l'Afrique subsaharienne, 5%, et même de la croissance mondiale, 2,9% cette année selon le FMI. Et puis un mot du marché de l'énergie avec Total, une nouvelle fois la fête, la razzia du groupe français se poursuit en Amérique du Sud. Lundi, nous vous parlions d'un contrat pétrolier au Brésil. Cette fois, c'est en Argentine que Total va exploiter un gisement de gaz naturel, un gisement offshore situé en terre de feu à l'extrémité sud de l'Argentine, à plus de 5 km de profondeur. L'investissement s'élèverait à 1,8 milliard de dollars. Également présent dans le consortium, un groupe allemand et un anglo-argentin. Total récupère 37,5% des parts. La production sera dans un premier temps de 6 millions de mètres cubes par jour avant d'atteindre les 10 millions. Total opère depuis 35 ans en Argentine et assure 30% de la production de gaz naturel du pays. C'est le plus petit taux possible, mais il signifie beaucoup pour le gouvernement espagnol. Nous vous le disions hier avec une estimation à 0,1% pour le troisième trimestre. Madrid affiche une croissance de son PIB pour la première fois depuis 27 mois. 27 mois de récession avec un taux de chômage record à 26%. La reprise économique sera sans doute longue et laborieuse. Alors comment l'Espagne peut-elle consolider ces signes fragiles de redressement? Élément de réponse avec Johanna Citruc. Après 2 ans de récession, l'Espagne sortirait-elle la tête de l'eau? La nouvelle vient de tomber. Au troisième trimestre, le pays a enregistré une croissance de 0,1%. Une bonne nouvelle après 9 trimestres consécutifs de déclin du produit intérieur brut.
Comme tous le savent, les exportations et le tourisme sont actuellement les principaux moteurs de l'économie espagnole, qui n'est maintenant plus en récession, comme vient de le confirmer la Banque d'Espagne. L'économie est maintenant en train de se rétablir, lentement, progressivement. La balance commerciale espagnole a également repris des couleurs. En un an, le déficit a chuté de plus de 42%, profitant du dynamisme des exportations. C'est le premier excédent commercial depuis 1971. Mais le point noir de l'économie espagnole reste le chômage. Même si entre juillet et septembre, le nombre de demandeurs d'emploi a sensiblement diminué, le taux de chômage prévu pour 2013 sera supérieur à 26%. Pour la population espagnole, rien n'a vraiment changé. Je pense que c'est un mensonge. Il y a plus de chômage, plus de tout. En fait, je pense que c'est plus ou moins comme avant. Et comme avant, les prix continuent de flamber, alors que les salaires réajustés ont baissé de 8%. D'un point de vue technique, nous sommes sortis de la récession. Mais dans l'économie réelle, les gens dans la rue, comme vous et moi, ne peuvent pas encore le voir. Nous espérons pouvoir le voir bientôt. Malgré ce léger regain de l'économie espagnole, le gouvernement doit encore faire preuve de rigueur. Des coupes budgétaires drastiques sont prévues jusqu'en 2014. Un programme entamé en 2012 qui prévoit en tout 150 milliards d'euros d'économies. Voilà, et on l'a vu avec le chômage, l'impact de la crise est très sensible au niveau social. Le taux de pauvreté atteint les 21,1%. 6% de la population vit avec moins de 307 € par mois. Nous sommes en ligne depuis Paris avec Thibaut Mercier, économiste à BNP Paribas et spécialiste des pays du sud de l'Europe. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors pour beaucoup d'experts, l'indicateur à surveiller en Espagne, ça reste quand même le taux de chômage. Est-ce qu'on peut être optimiste à moyen terme du côté de Madrid ? À moyen terme, oui, si vous voulez. La reprise de l'activité qu'on constate aujourd'hui, elle est tirée par le commerce extérieur. Et elle n'est pas, je dirais, suffisante pour le moment pour faire baisser le taux de chômage. Mais petit à petit, l'idée, si vous voulez, c'est de transformer cette impulsion extérieure en une augmentation de la production et de l'investissement qui génère de l'emploi et donc qui revigore l'économie de l'intérieur de l'Espagne, si je puis dire. Alors pour revenir à ce taux de 0,1% de croissance, ce chiffre, on peut l'attribuer à l'effort de rigueur du gouvernement Rajoy ? Alors, rigueur, oui, disons que l'assainissement budgétaire a permis d'instaurer au bout d'un certain temps un climat de confiance un peu meilleur, mais surtout, je dirais, c'est pas tellement la rigueur en termes conciliation budgétaire, c'est plutôt en termes des réformes qui ont été faites et qui ont permis à l'économie espagnole de regagner ce qu'on appelle de la compétitivité, et donc ça a aidé les exportations, et ce sont bien les exportations, je dirais, qui ont généré ce sursaut de croissance au troisième trimestre. Donc l'exportation plus que l'austérité, selon vous ? L'austérité, si vous voulez, elle a un effet négatif sur l'activité. Donc elle conduit plutôt à créer des récessions. Mais en créant des récessions, elle fait baisser les prix. Du moins, elle fait baisser l'inflation. C'est-à-dire que les prix augmentent moins vite. Et donc, comme les prix augmentent moins vite, ça améliore la compétitivité. Et donc, ça permet de générer de meilleures exportations. Donc, si vous voulez, oui, on peut dire ça, mais indirectement, en fait. L'effet direct de l'austérité, c'est plutôt négatif sur l'activité. Et selon vous, cette amorce de sortie de récession en Espagne, est-ce qu'elle peut aussi être perçue comme un nouveau signe que pour l'Europe en général, le plus dur de la crise est peut-être derrière ? Oui, c'est un peu les signes qu'on perçoit un peu partout en Europe et en particulier dans les pays du sud de la zone euro, les pays qui étaient le plus en difficulté. Alors il y a l'effet que je viens de mentionner, c'est-à-dire cette reconquête de la compétitivité qui est aussi le fruit des années d'austérité. Enfin, faut lier les deux. Et en même temps, comme ces pays-là ont aussi fait beaucoup d'efforts pour réduire leur endettement public, et ben ces efforts-là aujourd'hui, ils leur permettent d'avoir plus de temps de la part des autorités européennes. Et donc, ce qui fait que, en fait, l'austérité est moins forte que par le passé, et donc ça se traduit par un effet moins négatif sur l'activité. Donc d'un côté, on a effet moins négatif lié à une consolidation budgétaire qui a été assouplie, et d'un autre côté, gain de compétitivité et donc les exportations qui sont meilleures. Et l'un avec l'autre, ça produit une amélioration de l'activité. Et quand on voit les difficultés du dollar en ce moment, l'heure est à la confiance pour l'Espagne, pour la zone euro. On a vu ces derniers jours Bill Gates investir en Espagne. C'est bon signe ?
Ce qui est bon signe, c'est que c'est un pays qui, à l'instar du Portugal ou même de la Grèce, a fait beaucoup d'efforts pour, si vous voulez, faire baisser le coût du travail et créer un environnement plus attractif pour les investisseurs étrangers. Et donc, du coup, forcément, ils reçoivent des investissements venus de l'étranger qui viennent bénéficier d'un environnement assaini. Merci beaucoup Thibault, merci pour toutes ces explications. Direction l'Amérique du Sud. Parfois, la richesse en pétrole ne suffit pas pour assurer croissance et prospérité. Le cas du Venezuela en est la démonstration. Avec 297 milliards de barils certifiés, ses réserves de pétrole sont les plus importantes au monde devant l'Arabie Saoudite. Mais malgré cela, la santé économique du pays est au plus mal. Le FMI parle d'un désastre et pour l'expliquer, le président Nicolás Maduro joue l'une des cartes préférées de son prédécesseur Hugo Chávez, celle de la théorie du complot. Regardez. L'heure est au bilan pour Nicolás Maduro. 6 mois après son entrée en fonction, le successeur de Hugo Chávez à la tête du Venezuela affiche un bilan économique calamiteux. Le FMI évoque une situation intenable. Un constat qui contraste avec l'optimisme du gouvernement. Mardi, le ministre des Finances présentait son projet de budget pour l'année fiscale 2014. Le montant total proposé pour le budget de l'année fiscale 2014 est de 550 millions de bolivars, un peu plus de 63 millions d'euros. Si l'on compare ces chiffres à ceux de 2013, c'est une hausse de 39,4%. L'un des plus grands défis du gouvernement vénézuélien sera de réduire l'inflation. En un an, elle est passée de 20 à plus de 49%. Un record. C'est même le chiffre le plus élevé de toute l'Amérique latine. Mais à Caracas, on en est persuadé, tout devrait s'arranger. L'inflation de ces dernières années est très pesante. Elle est supérieure à la moyenne historique des 13%. Et d'après nos estimations, elle devrait être comprise entre 26 et 28% l'année prochaine. Le premier détenteur de pétrole au monde doit également s'attaquer à un problème récurrent, l'absence cyclique de produits de base. En septembre, l'indice de pénurie dépassait 20%. Produits alimentaires, hygiène, mais aussi électricité. Les Vénézuéliens paient le prix fort. Le pays importait la quasi-totalité de ses biens de consommation courante. Mais les réserves de devises étrangères destinées aux entreprises ont fondu. Elles sont passées de 28 à moins de 2 milliards de dollars en seulement 6 ans. Résultat, les sociétés ne peuvent plus importer comme elles le souhaitent. Pour expliquer son échec, Maduro s'en remet à la théorie du complot. Pour lui, son pays subit une guerre économique, menée par Washington, l'opposition et le secteur privé. Un argument déjà en vogue du temps de Hugo Chávez. Et nous accueillons Johanna Citruc pour sa revue de presse quotidienne. Bonjour Johanna. Bonjour. Johanna, une question aujourd'hui. Qui est donc le patron le mieux payé des États-Unis ? Alors c'est Mark Zuckerberg, le patron et fondateur de Facebook, qui arrive en tête de la liste des patrons les mieux payés des États-Unis. Une liste publiée par la société de recherche DMI Rating. En 2012, donc Mark Zuckerberg aurait gagné la somme record de 2,28 milliards de dollars. C'est plus de 1,6 milliard d'euros. Et tout ça uniquement grâce à Facebook. Alors s'il a remporté autant, c'est parce qu'en 2005, 60 millions de stock options lui avaient été attribués et ces stock options ne pouvaient pas être utilisées avant 2010. Alors qu'est-ce que c'est les stock options ? C'est un droit pour acheter des actions de son entreprise à un prix fixé à l'avance. Après un délai donc déterminé, la personne peut décider ou non d'acheter les actions, de lever son option, de les acheter réellement. Sauf que pendant ce délai, vous imaginez bien que la valeur des actions peut augmenter. Et c'est ce qui s'est passé justement pour Mark Zuckerberg. En 2012, lors de l'entrée en bourse de Facebook, il a exercé ses stock options, c'est-à-dire qu'il a vraiment acheté les actions. Le prix était fixé à 6 centimes l'action, alors que quand Facebook est entré en bourse, l'action valait déjà 38 $, même si ensuite le prix est descendu, il est resté bien supérieur à 6 centimes. Donc ça fait beaucoup de bien. Aujourd'hui, on est au-dessus des 50 $ pour l'action Facebook. Alors Jonas, ce qui nous intéresse, c'est la suite du classement. Alors après Mark Zuckerberg, c'est Richard Kinder du groupe de transport pétrolier Kinder Morgan qui avait en 2012 gagné 1,12 milliard de dollars. Et sur la troisième marche du podium, Mel Karmazin qui est à la tête d'une radio en ligne, d'une web radio, et qui avait gagné en 2012 plus
de 250 millions de dollars. Alors autre chose, Johanna, les parents ont souvent tendance à être un peu plus sévères avec le premier enfant et ça aurait des conséquences sur leur réussite. Oui, c'est en tout cas le résultat d'une étude américaine. Les aînés ont tendance à être meilleurs à l'école car leurs parents sont plus sévères avec eux. Ensuite, pour les enfants suivants, ils n'ont plus besoin de punir, plus besoin de réprimander autant que les fois précédentes puisque le rapport de sévérité est déjà établi, il est déjà là. C'est ce qu'on peut appeler en fait la théorie des parents paresseux. Ils sont très stricts, ils ont très peur de rater l'éducation de leur premier enfant, mais ensuite ils sont moins stressés, plus rassurés, donc ils lâchent du lest avec les autres enfants. Mais on voit que dans la réalité, ça ne se confirme pas toujours, puisque par exemple, Bill Gates était le deuxième enfant d'une famille de 3 enfants, et Barack Obama, le 3e enfant d'une famille beaucoup plus nombreuse. On imagine qu'il y a des avantages et des inconvénients dans tous les sens. Merci Johanna et à très bientôt. À bientôt. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver nos émissions sur www.i24news.tv. Économie de Mag revient très vite et l'info continue sur i24 News. Restez avec nous.